Bon dimanche à tous. Des documents classés confidentiels sur le plan de vol du chef de l'État et sa garde rapprochée dans le cadre d'un voyage en préparation en circulation sur les réseaux sociaux ont suscité au sein de la presse locale cette semaine plusieurs réactions. Pour le quotidien Mutation cette semaine, la présidence de la République est devenue une vraie passoire. Le cancer de la divulgation des informations et documents confidentiels auprès du public non autorisé qui a longtemps donné des insomnies aux ministres et aux commis de l'État semble déployer ses métastases jusqu'à la présidence de la République. Mais comment exorciser le mal? On en parle en première dorsale de cette émission politiquement incorrecte ce dimanche. Au terme de la première session parlementaire de l'année 2019 qui s'est achevée le 10 avril dernier, nombreux sont les députés et sénateurs qui sont restés sur leur faim et pour cause. Les questions relatives à l'ouverture du débat de fond portant sur la crise anglophone, le tribalisme ou encore le code électoral n'étaient pas inscrits à l'ordre du jour. 8 projets de loi ont été adoptés au cours de cette assise, mais la menace internationale qui semble planer sur le Cameroun donne raison, selon certains, à ces élus du peuple, dont certains ont d'ailleurs bravé la discipline du parti pour donner leur avis sur la forme de l'État. Que retenir de cette session parlementaire du mois de mars au Cameroun? C'est le deuxième sujet en débat ce dimanche. Le Cameroun va sécuriser 5 milliards de francs CFA chaque mois pour assurer le financement des communes. Louis-Paul Motazé, le ministre en charge des finances du Cameroun, l'a annoncé à travers l'ouverture d'un compte séquestre dans les livres de la BEAC, la banque d'émission de la sous-région Afrique centrale. Question ce matin, cette mesure peut-elle fluidifier le financement des 360 communes du Cameroun et réduire les retards généralement observés dans le transfert des centimes additionnels communaux? L'opération, qui est donc annoncée, suscite également quelques réactions au sein de la classe politique compte tenu du timing et du contexte sécuritaire. Voilà les 3 sujets inscrits à l'ordre du jour ce dimanche dans le cadre de cette livraison de votre émission politiquement incorrecte. Le code de conduite reste inchangé. Ne rien dire pour plaire, tout dire pour construire. A tout de suite. Le quorum est donc atteint pour ce qui est du panel et je vais donc décliner le profil de ceux qui ont accepté notre invitation ce dimanche. Léopold Djemer, il est président de la Presby, la jeunesse présidentielle pour le littoral, grand conseiller au sein de la communauté urbaine de Nkonsamba. Léopold, bienvenue et bon dimanche. Merci. Juste à proximité de vous, on a le maire de la commune de Loum. Il est également un cadre du Social Démocratique Front, Mesmine Kuate-Wambo, nous a rejoint ce dimanche. Monsieur le maire, merci d'être venu. Merci beaucoup, je vous remercie pour cette invitation. Juste à côté de vous, on a Abel Elimbilobert, qui est un observateur et un homme politique avisé. Il a également accepté d'être des nôtres ce dimanche. Abel Elimbilobert, merci d'être venu. Merci de m'associer à cette réflexion qui, à mon avis, sied beaucoup aux préoccupations que le fonctionnement du pays, le comportement des hommes inspire. Et puis, on a également pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Jean-Baptiste Anvouna Atemengue. Merci d'être venu ce dimanche dans le cadre de cette émission. Merci de m'avoir invité. C'est la première fois que je viens effectivement participer à cette émission au titre républicain démocratique politiquement incorrect. Contre la pensée unique. J'espère ne pas incarner la pensée unique sur le plateau tout à l'heure. Merci Jean-Baptiste d'être venu. Et juste à côté de vous, on a donc le docteur Patrick Gérard Sorgabol, qui est juriste. Merci d'être venu ce dimanche. Merci pour l'invitation. Bonjour et bon dimanche.
J'aimerais qu'on entre dans le vif du débat ce dimanche. D'abord avec vous, Jean-Baptiste Temengue, au sujet de la divulgation des documents classés confidentiels. La presse en a fait écho tout le long de cette semaine. Un des documents relatifs au voyage en préparation du chef de l'État était donc en circulation sur les réseaux sociaux. Et quelques-uns des confrères ont au fait d'indiquer que la présidence de la République, qui n'est plus épargnée par ce phénomène de divulgation-là, est devenue une véritable passoire. D'abord, quelle est la réaction que vous inspire la divulgation de ces documents confidentiels sur les réseaux sociaux? Je veux dire que c'est un manquement à l'obligation de réserve et à la déontologie pour ceux qui l'ont fait, qui sont censés servir l'État. Ceux qui servent l'État aux côtés du chef de l'État ne sont pas des militants comme nous, ce sont des citoyens camerounais qui servent une institution, pas une personne, qui sont payés par l'État pour ça. Cela prouve tout simplement, dans le contexte aussi des réseaux sociaux aujourd'hui, ça prouve tout simplement le niveau imparfait de l'institutionnalisation de notre État, où les gens, pour telle ou telle opinion ou sentiment vis-à-vis d'un individu ou d'une idéologie ou d'un régime politique, compromettent la sécurité de l'État. La sécurité de l'État, c'est la sécurité des institutions. Et le président de la République est une institution d'abord. C'est le chef de notre État. Et si quelqu'un met en jeu la sécurité du chef de l'État, en fait, il met sa propre sécurité en jeu. Nous ne le savons pas assez. C'est un manque de maturité. Ce n'est pas parce que un Américain est contre telle ou telle politique du président des États-Unis qu'il ferait de telles choses. Je pense que c'est un problème de maturité politique de nos compatriotes. Ça prouve tout simplement qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais je pense que ce n'est pas non plus si dramatique que ça. La présidente de la République traite des dossiers confidentiels par milliers tous les jours. Tout cela n'est pas dans les réseaux sociaux. Je pense que il faut condamner, mais... Ce n'est pas la première fois. Hein. Abel Elimbilobert, on se souvient également que Philippe Orion, qui était Premier ministre, avait déjà décrié le fait que quelques documents non autorisés soient diffusés au large public à travers les réseaux sociaux. Comment comprendre une telle pratique au sein d'une administration? Il y a deux ou trois approches. La première, c'est des gens qui pensent qu'ils ont un sentiment de satisfaction en faisant le buzz, ce qu'on appelle le buzz. Sauf qu'ils ne disent pas que c'est eux qui sont en train de faire. Parce que pour faire le buzz, il faut bien s'assumer. Il faut être devant tout le monde, que tout le monde vous voit en train de faire quelque chose d'inédit, en train d'être le premier à faire. Mais si vous divulguez parce que vous voulez être celui qui a mis dehors et faire donc du buzz, mais en vous cachant en même temps pour que personne ne sache que c'est vous, vous n'êtes pas en train de faire du buzz puisque aucune gloire ne vous reviendra de l'avoir fait. Deuxièmement, vous êtes un imbécile, un lâche, parce que vous n'assumez pas d'avoir pris la responsabilité de trahir les secrets professionnels. Troisièmement, vous craignez la répression, c'est pour ça que vous vous cachez. Donc nous sommes là dans une dérive pour ce premier cas. Deuxième cas, ça serait ceux qui pensent qu'ils sont en train de participer à un combat contre le régime. Et donc, qui croient qu'ils nous rendent service, nous de l'opposition. Eh bien, moi, en tant qu'un responsable politique, un élu, même comme j'ai rendu mon tablier à la fin de ce mandat, j'ai refusé la prorogation, je veux leur dire que ce n'est pas ça le combat de l'opposition. Le combat de l'opposition, ce n'est pas d'entraver la marche des institutions. Le combat de l'opposition, ce n'est pas d'essayer d'être à côté du chef de l'État, tromper sa vigilance,
lui faire croire que vous êtes avec lui, alors que vous lui mettez les bâtons dans les roues. Nous de l'opposition, nous avons pris fait et cause. Nous avons dit publiquement à lui-même, à tous ceux qui l'entourent, à tout le pays, que nous sommes contre ce système. Il ne faut donc pas que des gens qui sont avec nous jouent à être avec le système. On n'a pas besoin de ce type de collaborateurs dans notre lutte. Nous voulons des hommes qui s'assument, qui sont sincères. Si vous êtes pour que le régime change, mais ne soyez pas à l'intérieur du régime. Quittez-le. Faites comme nous. Je voulais terminer sur la troisième option. C'est ceux qui sont dans le régime qui ne veulent pas que l'opposition arrive au pouvoir, mais qui fragilisent quand même le régime en espérant que cela peut générer des mutations à l'intérieur du régime. Mais même cela, pour nous, en tout cas pour moi, il ne m'intéresse pas. Parce qu'à l'intérieur du régime, le régime lui-même, ne serait-ce que pour sa propre adaptabilité, a besoin des gens qui font des critiques à l'intérieur du régime et qui s'assument. La lâcheté n'est pas un acte de combat. La bêtise, la trahison ne font pas partie des valeurs qui permettent de crédibiliser une action. Donc nous avons des gens qui nuisent tout simplement et qui doivent savoir que cette culture de la nuisance au fonctionnement des institutions sera opposable à tous ceux qui pensent en tirer profit aujourd'hui. Il ne faut pas croire que si on enlève Paul Biya, nous on arrive au pouvoir. Et que la même culture se sédimente dans le pays, on n'en souffrira pas. On en souffrira. Monsieur le maire, sur cette actualité, vous qui gérez une municipalité, vous avez le sentiment qu'il y a au moins une faille au niveau de l'administration centrale aujourd'hui, au-delà des étiquettes et une instrumentalisation évoquée par quelques-uns autour de ce plateau. Avez-vous le sentiment que l'administration a suffisamment sécurisé ces données? Moi, je ne pense pas, j'ai toute une autre lecture, je ne pense pas que c'est une instrumentalisation. Et je voudrais tout au début dire à M. Atemi qu'il ne faut pas banaliser ces faits. Parce qu'on a l'impression de les simplifier en disant que non, c'est une erreur, ce sont des écarts de conduite. Non, moi je ne suis pas d'accord. Et de deux, nous avions un problème dans notre pays, c'est que l'administration est taillée pour servir un individu au lieu de servir un ensemble de populations. Donc, en ce qui concerne ces différents faits, moi je pense que, je voudrais dire que le verre est dans le fruit. Et moi je vois ça sur un autre aspect. J'ai l'impression qu'il y a un ensemble de clans qui s'affrontent au sein du pouvoir. Et moi, je le dis pourquoi. Vous savez, à un moment donné, il y a des gens qui avaient une certaine position. Et leur position leur donnait l'accès à un certain nombre d'avantages. Et au jour d'aujourd'hui, on connaît, et ça c'est connu de tous, qu'il y a une nouvelle carte au niveau des installations des hommes du pouvoir qui est en train de se faire. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ceux qui étaient là avant ont un ensemble de réseaux qu'ils ont tissés. Ils ont un ensemble d'appui au niveau de l'appareil étatique actuellement. Donc, au jour d'aujourd'hui, se sentant écartés, ils font tout et tout pour nuire au système actuellement en place. Donc, de mon point de vue, je crois que c'est actuellement une lutte des clans. C'est une lutte de pouvoir qui s'est installée au sein de l'appareil étatique. Et ça, c'est pour cette raison que nous disons que l'État du Cameroun est en danger. Il est en danger parce que les gens n'ont pas compris aujourd'hui qu'il faut travailler pour le peuple. Les gens se sont accaparés du pouvoir actuel. Les gens se sont donné un certain nombre d'avantages qui n'entendent pas se dessaisir. Et c'est pour cette raison que vous voyez aujourd'hui ces différentes luttes qui se dessinent. On ne peut pas comprendre que des correspondances de cette nature, même si c'était la première, même si c'était la deuxième de cette nature, soient mis au vu et au su de tout le monde comme ça. Ça veut tout simplement dire que l'État aujourd'hui a failli à un ensemble nombre de devoirs qui leur appartiennent. Et nous devions dire à ceux qui nous dirigent aujourd'hui, qui nous gouvernent aujourd'hui, que je crois qu'il est temps aujourd'hui de passer la main. Parce qu'on a l'impression que le pouvoir s'est sclérosé et il n'y a plus la possibilité pour les uns et les autres d'apporter un souffle nouveau à ce pouvoir. Et je dis, à ce niveau, nous sommes vraiment en danger de constater que les secrets d'État, parce qu'on a beau dire n'importe quoi, à la fin, il faut reconnaître que M. Biya aujourd'hui est le président de la République du Cameroun. Et si le président de la République du Cameroun doit être mis en danger par ses propres collaborateurs, il faut se poser en ce moment des questions. Où est-ce que nous allons?
Alphonse, Léopold, j'y arrive. Avez-vous le sentiment, vous également, qu'on souhaite saper l'autorité de l'État à travers ces documents confidentiels qui sont de plus en plus nombreux à être mis sur la toile? Ben, je voudrais partager déjà l'avis de M. Atemengue et être un peu contre l'idée que c'est l'État qui a failli. En réalité, le problème de la formation à la base des agents publics qui sont effectivement astreints au secret professionnel, à l'obligation de réserve, est remise en cause avec l'effet du multipartisme. Évidemment, les gens ont des convictions qui sont tout à fait différentes, mais il ne faudrait pas enlever le fait que la divulgation de ces secrets aussi aujourd'hui est un phénomène de mode. Avant, on n'en avait pas les moyens de les avoir. Pour une lettre qui devait aller d'une ville à une autre, vous aviez même un timbre à poser. Aujourd'hui, il est plus facile d'informer des millions de personnes en restant chez soi. Donc, on a deux façons de regarder. Un, s'assurer que ce qui est divulgué a un fondement réel, pouvant mettre en mal la sécurité du chef de l'État et de l'institution qu'il incarne. Et de l'autre, de savoir que ces informations qui sont divulguées sont aussi susceptibles d'être changées à tout moment. Il n'est pas un tort aujourd'hui de savoir que le président de la République, son Excellence Paul Biya, va effectuer un voyage en Russie et qu'il aura à rencontrer telle ou telle personne dans telle ville. Ce n'est que de l'information, à mon avis. Docteur Gérard Soro-Kabol, est-ce que le droit aujourd'hui permet d'encadrer de tels écarts? Il faut relever que ce sont des attitudes à réprimer. Je partage sur ce point l'avis de M. le maire. Divulguer des documents confidentiels classés top secret, surtout dans un contexte marqué par l'insécurité, est une attitude tout simplement à réprimander. Alors il faut déjà se poser un certain nombre de questions. Quels sont ceux qui sont habilités, si tant il était besoin, à divulguer des documents confidentiels? Le principe, il est clair. Le principe est celui de l'interdiction. On interdit la publication des documents confidentiels et des documents classés top secret. Évidemment, comme tout principe, il y a des exceptions. C'est-à-dire, on peut admettre la communication ou bien la divulgation de certains documents, mais par quelle autorité? Quelle est la personne compétente, habilitée, soit à déclassifier ou alors à divulguer les documents? Alors j'aimerais rappeler que, en ce qui concerne par exemple la situation qui a mouvementé un temps soit pour l'Église catholique, vous avez vu que le pape a décidé de déclassifier certains documents qui étaient classés secrets pour remonter à la crise de 1900, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a entraîné le génocide juif. Alors, dans le contexte camerounais, il faut tout simplement réprimander de tels actes parce que, visiblement, ceux qui ont divulgué ces documents n'étaient pas des personnes habilitées. Comme les panélistes l'ont relevé, les fonctionnaires sont astreints à l'obligation de réserve et au secret professionnel. Ce sont des attitudes qui sont inadmissibles. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui veulent déstabiliser le régime. Donc, ce sont des actes à réprimer. Les services de renseignement doivent se mouvoir pour non seulement identifier formellement les auteurs et, le cas échéant, engager un processus de sanctions. Lesquelles sanctions peuvent être soit administratives, s'il s'agit évidemment des fonctionnaires, ou alors des sanctions juridictionnelles, si tant il est besoin. Jean-Baptiste Atemengue, le contexte est quand même celui d'une crise sécuritaire qui prévaut au Cameroun depuis plusieurs années. Certes, l'avènement des nouvelles technologies nous a donné l'opportunité d'être en connexion avec le monde, mais sur ce plateau, Abel Elimbelobe, le docteur, indiquait qu'il va falloir prendre très au sérieux cette menace. Je pense que c'est un problème de culture. Hein. Je vais revenir à ma profession. Moi, je suis postier. J'ai travaillé 7 ans à la Poste en France. Avant de m'y engager, j'ai prêté serment. C'est ce que font beaucoup de professions. Et c'est la même chose pour les fonctionnaires, de garder secret toutes les correspondances que je traite. Je peux ouvrir votre correspondance, filmer et divulguer votre maladie. Je peux ouvrir votre correspondance, filmer et divulguer votre vie familiale.
je peux. Donc, or, cela, sur le plan des droits de l'homme, même, vous cause un préjudice énorme. L'État est une sorte d'organe aussi qui nous appartient tous. Je veux dire, quand on fait cela, c'est vraiment quelque chose qu'il faut... je ne veux pas banaliser, comme vous l'avez dit, je crois que c'est quelque chose d'assez grave. Mais pour revenir à l'approche de la lutte des clans, le pouvoir engendre forcément des conflits pour sa quête ou sa conservation. Vous êtes maire, nous allons vers une élection municipale, vous avez peut-être des conseils municipaux qui veulent votre place. Sauf que jusqu'ici, la présidence était épargnée par ce type de document, d'où justement la question, la bataille de positionnement de la paix bien se joue à travers cela. C'est pour dire que la lutte des clans est permanente. Depuis l'indépendance, depuis le président Aïdjo, sous ses ordres, il y avait la lutte des clans. Depuis que le président Biya est là, il y a la lutte des clans. Vous allez dans n'importe quel ministère, il y a la lutte des clans. Vous avez dans une direction d'administration centrale, tous les sous-directeurs veulent remplacer le directeur, donc, mais ça ne justifie pas de sortir, de divulguer les documents dans toutes les mairies, dans toutes les organisations, y compris privées. Il y a la lutte des clans pour si vous le permettez, M. Atemengue, je voudrais dire une chose. Hein. Oui. Je crois que ce n'est pas anodin, la divulgation de cette correspondance qui vient de la présidente de la République. Je pense qu'on peut le relier à l'arrestation de certains pontes du pouvoir. Ça, il ne faut pas qu'on se voile la face. Je dis une chose, ça c'est mon point de vue. Oui, ça c'est mon point de vue. Je dis, nous pensons aujourd'hui que certainement, il y a des luttes qui sont dans toutes les institutions, il y a des luttes pour la conservation ou pour l'accession au pouvoir. Mais je pense que la présidente de la République n'avait pas avait été atteinte aussi de cette façon. Et je crois que ça c'était un signal d'alarme. Et nous ne savons pas les autres choses qui doivent arriver après ça. Mais monsieur le maire, pourquoi vous pensez seulement à ceux qui ont été arrêtés? Bon, pour ce qui est de la perte, pour ce qui est de la perte des positions de pouvoir, ça c'est permanent. Les gens perdent le pouvoir au sein de l'État tous les jours, lors des remandements ministériels, des nominations, mais ce n'est pas pour autant, ils sont des milliers à être au quartier, avoir été des pontes ou des puissants. Mais, et je ne pense pas forcément, c'est une hypothèse, je ne la disqualifie pas, mais je ne pense pas qu'on puisse insister que sur une seule hypothèse. Je crois qu'on admet la faute grave, mais maintenant, il y a un contexte aussi, c'est pour ça que je ne banalise pas, mais je me dis, aujourd'hui, comme le disait le camarade, c'est très facile avec les réseaux sociaux, le téléphone, lorsqu'on avait que la lettre écrite, le papier, ça ne pouvait pas. D'ailleurs, on ne pouvait pas imaginer être au courant d'une correspondance à l'instant ou d'une situation qui se déroule à la présidence ou ailleurs. Mais la sécurité de l'État aussi, il faut relativiser parce que la sécurité de l'État est globale et complexe. Ça, c'est un fait grave, mais je ne pense pas, contrairement à la dramatisation, que cela remette fondamentalement en cause la sécurité du chef de l'État. C'est mauvais pour les individus qui sont, parce que j'ai vu une liste d'identité de personnes qui servent l'État aux côtés du chef de l'État. C'est pas bon qu'ils soient identifiables jusqu'à leur date de naissance. Mais lorsque le chef de l'État se déplace, c'est connu, ça c'est une formalité habituelle. Quand vous allez à l'aéroport accueillir le chef de l'État, je l'ai fait plusieurs fois en tant que responsable de la section France à Paris. C'est quelque chose de connu, de banal. C'est pas ça qui remet vraiment en cause le fait que les armes soient identifiées, qu'à l'arrivée à l'atterrissage, on les identifie, on compte le nombre de balles détenues. Ça c'est la réglementation, mais c'est une formalité habituelle. Mais c'est surtout la divulgation de l'identité de ceux qui servent l'État à ce niveau qui n'est pas bonne. Il faut que des mesures soient prises pour sanctionner, c'est vrai. Je rappelle que cette émission admet l'interactivité. Vous pouvez donc réagir ce dimanche uniquement par SMS au 695 38 79 46, 695 38 79 46. Abel Elimbe-Lebert, peut-on stopper ce phénomène qui gangrène désormais notre administration, au regard également de la poussée observée des réseaux sociaux au Cameroun? C'est un mal, et tout le monde, on aspire à les stopper. Le problème n'est pas là.
Le problème, c'est que pensent ceux qui font ça? Pour qui ils font ça? Et quelle est la réaction de la société en particulier, mais enfin, je veux dire en général, mais en particulier, la réaction de l'élite politique. Il y a deux attitudes qui n'ont pas le même effet sur les auteurs de ces actes. À supposer que personne n'ait fait cas de ça, que ça passe inaperçu. Les auteurs se rendront bien compte que la société n'a pas apporté son aval à cet état de choses. Mais l'émotion, lorsqu'elle est créée, lorsque la presse reprend ça, lorsque ça fait l'objet des débats le dimanche, ils ont donc forcément atteint un objectif. Lequel on peut discuter. Ça peut être comme le maire dit, ça peut être un clan qui veut nuire au clan qui a peut-être emmené certains en prison. Ça peut être, comme le dit Atemengue, des gens qui sont là, qui veulent remplacer le chef de l'État, etc., etc. Ce qui m'intéresse, c'est comment la société réagit. C'est ça qui m'intéresse. Nous sommes dans une situation où vous avez des gens qui croient que tout est bon dans la lutte que nous menons contre le régime. Et je dis que la lutte que nous menons contre le régime, elle est multiforme. Il ne faut pas croire que tout le monde lutte de la même manière. Nous, de l'opposition, nous luttons sur des bases idéologiques et programmatiques. Ceux qui, à l'intérieur du régime, luttent pour renverser le régime, pour le remplacer, ils ne sont pas en train de faire la même lutte que nous. Ils veulent simplement enlever peut-être quelqu'un qui ne leur sert plus à grand-chose, mais en aspirant à maintenir le régime là où il est, en changeant les profiteurs, on règle le compte de certains, ceux-là quittent parce qu'ils ne voulaient pas partager. Mais ça, ce n'est pas notre lutte. Et c'est à ce niveau que j'interpelle le grand peuple du changement. Nous qui voulons le changement du régime, pas le maintien du régime avec le changement des hommes dans le régime. Nous voulons le changement du régime. Toutes les méthodes ne sont pas bonnes. Tous les discours ne sont pas bons. Tous les coups, partout, ce n'est pas notre lutte. Notre lutte doit être viable. Pour cela, elle doit avoir des règles. Elle doit avoir des canevas dans lesquels on ne doit pas sortir. C'est pour cela que l'opposition responsable politiquement, par exemple, ne peut pas être de type insurrectionnel. Parce qu'on croit que, oui, on ne peut pas gagner les élections, maintenant là où on est vraiment, c'est l'insurrection. Cette opposition qui se veut insurrectionnelle, qu'elle ne croit pas qu'elle va rencontrer l'assentiment des personnes comme moi. Parce que je suis de ceux qui pensent que notre lutte ne nous grandit que si nous sommes capables de la faire dans le contexte légal et la gagner. Et changer. Allez-y, allez-y. C'est une émission qui admet l'interactivité. S'il vous plaît, veuillez afficher le code d'accès. Monsieur le maire, une seconde. Le temps d'indiquer au réalisateur de bien vouloir afficher le code d'accès pour les SMS. Merci. Allez-y, monsieur le maire. Non, je voudrais dire à monsieur Elibi Lobin une chose. Vous parlez comme si on était dans un pays normal. Parce que si on est dans un pays normal, tout ce que vous dites là tient la route. Vous parlez de l'insurrection. Vous parlez qu'il faudrait une opposition responsable qui doit engager une lutte et un changement selon... en fait, qui doit engager un changement en tenant compte des institutions et autres qui existent. Mais moi, je voudrais dire ici, c'est que quand vous avez en face de vous un mur, qu'est-ce que vous faites? Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, M. Elibi, c'est que, quelles qu'en soient les méthodes que vous pensez que vous pouvez adopter aujourd'hui pour amener un changement dans ce pays, nous avions un régime qui est en place, arc-bouté sur ses positions, qui veulent absolument conserver le pouvoir par tous les moyens. Donc, à un moment donné, je pense que quand on est pris, quand on est au dépourvu, on se retrouve dans des situations qu'on n'avait pas pensé auparavant. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas l'insurrection, n'est pas une bonne chose. Les révoltes et autres ne sont pas de bonnes choses. Mais quand les peuples sont opprimés, privés de liberté et autres, moi je crois qu'en ce moment, on est dans l'obligation d'avoir certains types d'attitudes. Moi, je suis bien curieux de savoir exactement, M. Elibi Lobin, quelle suggestion est-ce que vous faites
qu'est-ce que vous proposez comme stratégie à l'opposition pour atteindre les objectifs dont vous venez de présenter? Ça pourrait faire l'objet d'un autre débat. Ça pourrait faire l'objet d'un autre débat. Il m'a pris là. Non, ça pourrait faire l'objet d'un autre débat, mais je voudrais qu'on reste. Il a pris mon petit temps, laissez que je termine. Oui, sur la confidentialité des documents, parce que c'est ça. Il ne faut pas bifurquer. C'est parce qu'il a bifurqué que moi je lui réponds. Il est déjà sur la table depuis des mois et ça m'inquiète parce que ça veut dire qu'il ne nous suit pas. Nous avons déjà dit que la qualification du régime pas partie de votre groupe. Oui, mais nous souhaitons que tout le monde y vienne d'ailleurs. Invitez les gens. Mais on ne va pas seulement vous inviter, on viendra vous prêcher. J'ai déjà dit que vous avez deux types d'acteurs. Il y a des acteurs politiques qui sont pas sincères, qui refusent de reconnaître leur incapacité stratégique et qui qualifient donc le pays comme étant un pays qui est fermé, qui est au mur. Je suis l'homme le plus heureux au moment où je parle, parce que ce monsieur qui est assis ici a gagné les élections à la majorité absolue dans la commune de Loum. Preuve qu'on peut gagner les élections à la majorité absolue. Il aurait à côté de lui d'autres maires qui ont gagné avec des majorités relatives et patati et patata. Ça rend inopérant le discours catastrophiste sur le fonctionnement inerte, bloqué des institutions. Et ça nous interpelle. Comment il a fait pour gagner? Comment moi j'ai fait pour échouer? Il ne peut pas gagner et je dis que les institutions empêchent de gagner. S'il a gagné, c'est que lui, il a eu une stratégie de mobilisation en sa faveur. Est-ce que moi qui perds, est-ce que la majorité qui perd a fait comme lui? Depuis que nous avons perdu, est-ce que nous sommes allés apprendre chez lui? Non. On a considéré sa victoire comme quelque chose d'anodin, ou d'anodine, permettez-moi l'expression, et que ça ne nous envoie aucun message. Et pourtant, sa victoire nous envoie un message. Et comme personne n'est humble, comme tout le monde a un alibi tout trouvé, qui est que la partie en face fraude, qui est que la partie en face a verrouillé tout, les gens recourent donc à des discours de type insurrectionnel, encore qu'ils ne nous prouvent même pas qu'ils ont les moyens de ces insurrections. On voit donc des gens qui se limitent à des discours sur les plateaux de télévision, décriant le système, oui, mais ne proposant autre chose que ce qu'ils ne peuvent pas faire. On en parlera dans le cadre d'une prochaine émission. La proposition est que unissons-nous autour donc des gens comme vous, qui avaient su gagner, amenons les autres qui ne savent pas gagner à se rapprocher de vous, à apprendre, à être dans des listes de consensus. On en parlera dans le cadre d'un autre plateau, certainement. On parlera des possibilités de coalition, puisque finalement, c'est vers ça qu'on tend. C'est une année électorale de 2019. On reviendra donc largement sur ce sujet-là. Alors, en un mot, tout à l'heure, Léopold, vous indiquiez qu'au sein de l'administration, certains ont le droit de réserve, il s'agit de cela. Est-ce que de tels documents peuvent également traduire le fait qu'une certaine indiscipline est observée au sein de notre administration? Merci. Je vais faire juste une petite virgule, parce que utiliser des expressions en tenant le terme « le peuple », nous, le « nous » n'est pas simplement indicatif de l'opposition. C'est vrai, le parti au pouvoir, nous qui sommes du RDPC, notre bagarre, c'est de se maintenir au pouvoir et avec les actions légales. Mais qu'en face, on est tout le temps en train d'entendre le peuple, je n'ai pas l'impression que je me reconnaisse dans ce peuple. Et monsieur le maire, dans mon département, je connais bien ce terrain politique. S'il a pu gagner, et les élections présidentielles d'octobre dernier montrent encore que dans le département du Mungo, l'opposition a pu faire beaucoup de progrès. Donc ce discours qui tend à dire que l'État est fermé, qui tend à dire qu'on est dans un État qui n'existe même pas à la limite, n'est pas bon. Maintenant, pour revenir à cet aspect de la confidentialité. Vous savez, on a aujourd'hui des gens qui sont formés, mais qui refusent de respecter ce à quoi ils se sont engagés. Et pour les documents qui sont divulgués, c'est vrai, c'est des actes graves, mais je continue de dire, l'État n'est pas en insécurité parce qu'on a divulgué des documents. Ce n'est que très récemment que beaucoup se rendent compte que les documents de la présidence sont divulgués.
ce n'est que très récemment. Pourtant, il y a bien longtemps que d'autres types de documents sont divulgués, mais qui n'étaient pas d'intérêt pour le peuple. Parce que le peuple, il y a une partie qui s'agite pour les buzz. Donc vous, à cette allure, c'est peut-être le buzz, mais vous n'avez pas le sentiment non, la sécurité de l'État ne peut être que confortée de savoir qu'il y a des gens qui essaient d'une manière ou d'une autre de le mettre en danger. Je vais évacuer juste une petite question, que je voudrais lui j'évacue, vous allez réagir, M. Abel Elimbilobe. J'évacue quelques réactions des téléspectateurs pour vous permettre de réagir. Bonjour à vous, je suis du même avis que M. le maire. Le pouvoir est discuté par des groupes de personnes, toujours dans le régime. C'est pour le Cameroun, j'ai du mal à comprendre, pourrait se retrouver dans une crise. C'est pour cela que le Cameroun pourrait se retrouver dans une crise. C'est Soso depuis Makepe qui nous a écrit ce message. Monsieur Elimbilobe a tout à fait raison. Nous ne voulons pas de cette opposition qui passe son temps à attendre que le régime lui donne le pouvoir. C'est Michel de Yaoundé qui nous a également écrit ce message. Bonjour à vous. Sur le plateau, les documents confidentiels, ça ne vaut rien. Le président recevait l'ambassadeur de France le jour du prétendu voyage. Mais comment Elimbilobe? Comme Elimbilobe, je dis que les combattants insurrectionnels n'aident pas le Cameroun. C'est Chamberlain qui nous a écrit ce message. On reçoit tellement, je vais essayer de les évacuer. Abel Elimbilobe, permettez qu'on aborde la deuxième thématique, ça vous permettra de rebondir. La deuxième thématique inscrite à l'ordre du jour ce dimanche, c'est cette session parlementaire du mois de mars qui s'est achevée le 10 avril dernier. Certes, 8 projets de loi ont prospéré, validés et adoptés par la Chambre haute et basse du Parlement bicaméral du Cameroun, mais c'est une session qui a laissé un goût d'inachevé au sein de quelques acteurs. On parle de la crise dite anglophone, du code électoral et de la montée fulgurante, du moins sur les réseaux sociaux, d'un sentiment de repli identitaire qui n'a pas été évoqué au cours de cette rencontre. Je vais peut-être demander d'abord au docteur Sorokabol de réagir. Fallait-il s'attendre à autre chose que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale au cours de ce mois de mars? Il s'agissait d'une première session parlementaire. Et généralement, comme toute première session, il fallait déjà renouveler les organes de base. Et 8 lois ont été adoptées dans le cadre de cette session. Ça veut dire qu'il y a un travail de fond qui a été fait. Mais seulement toutes les problématiques qui ont été posées par l'opposition ne pouvaient pas être abordées dans le cadre de cette session. Il y a le problème de la révision de la Constitution qui a été soulevé, le problème de la révision du code électoral qui a été posé, le problème de la crise anglophone qui a été posé. Est-ce que ce contexte n'aurait pas pu influencer la tenue de cette assise et inviter les parlementaires à inscrire ce sujet à l'ordre du jour? Oui, évidemment, mais il y a une session parlementaire qui serait également comme la seconde, qui sera convoquée au mois de juin. Nous espérons que pendant cette seconde session parlementaire, toutes ces questions seront abordées, notamment l'épineux problème de la crise anglophone. Et vous avez vu que le doyen d'âge, Fomukete, a improvisé une intervention allant dans ce sens-là, où il a ouvertement appelé au fédéralisme, en estimant qu'aujourd'hui, la forme de l'État doit être discutée. Même comme nous pensons que ce n'est pas la forme de l'État qui pose problème ou bien qui pourrait être une solution à la résolution de la crise anglophone. Il faut quand même rappeler que lorsque le Cameroun est partagé en 1916 par les généraux Emmerich et Doubel, le mandat est confié à la France et à la Grande-Bretagne. En 1945, la tutelle est confiée aux deux mêmes puissances. En 1959, le Cameroun oriental devient indépendant lorsqu'il accède à l'autonomie interne élargie. En 1961, l'État fédéral est proclamé. On devient un État fédéral en 1961. Mais est-ce que vous croyez que ce problème avait été résolu? Les anglophones, la crise identitaire continue toujours à susciter des débats. Nous sommes sortis de la fédération en 1972 pour devenir une république unie. Donc je pense que poser le problème sur la forme de l'État ne va pas résoudre la crise anglophone. Le problème est celui du développement des infrastructures. Tous les Camerounais doivent se sentir
concernés dans le partage du gâteau national, l'État unitaire peut également être considéré, et c'est d'ailleurs l'option qui a été choisie par les pouvoirs publics. Nous avons par exemple le régionalisme qui est en train d'être implémenté. Il y a une loi qui a été votée allant dans ce sens-là pour l'élection des conseillers, la mise sur pied du conseil régional. Donc, on peut faire un rapprochement même entre les États fédérés et les régions, dans le sens où les États fédérés, tout comme les régions, jouissent d'une autonomie. Il faut tout simplement parachever le processus de décentralisation. Parachever le processus de décentralisation, mettre à la disposition des collectivités territoriales décentralisées des moyens pour réaliser leurs objectifs. Monsieur le maire, c'était une session parlementaire pour le SDF qui a été considérée comme une déception. Quelques parlementaires ont regretté que la crise anglophone, le débat de fond sur cette question n'ait pas été évoqué. Bon, disons que ce n'est pas qu'une déception pour le SDF, parce que si je me limite à parler au nom du SDF, c'est un peu de me cataloguer. Quand vous êtes maire pour toute la population, pour toute votre population. Je voulais dire à M. l'expert que je ne suis pas d'accord avec son analyse. Parce que vous semblez dire qu'il y aura d'autres sessions qui vont permettre de discuter des problèmes peut-être qui sont posés par les uns et les autres. Je crois que dans chaque pays, il faut situer les urgences. Nous sommes aujourd'hui face à une crise qui décime les populations, qui font des déplacés et qui fait énormément de mal à notre économie. Moi, je suis maire d'une ville qui a une proximité avec les zones en conflit. Donc moi, je suis assez informé et outillé pour parler effectivement des souffrances que les populations vivent au quotidien. Donc moi, je voulais dire que c'est toujours cette façon de banaliser les choses les plus importantes dans notre pays qui conduit à ce qu'il y ait des cristallisations, à ce qu'il y ait des mécontentements généralisés. Moi, je crois que si vous parlez des régionalismes, si vous parlez par exemple de la décentralisation, c'est depuis 1996 qu'on parle de la décentralisation. Mais moi, aujourd'hui, en tant que maire, je peux vous dire de façon certaine, avec autorité, que tel que ce régionalisme est en train de se dérouler, tel que la décentralisation est en train d'être mise sur pied, ce serait difficile que les résultats escomptés soient atteints. Moi, je crois qu'ici, nous avions une préoccupation. Est-ce que la volonté politique est avérée? C'est d'abord le point d'interrogation qu'il faut se poser. La volonté politique aujourd'hui ne se dessine pas dans les faits. Et c'est ça qui est le véritable problème. La session parlementaire aujourd'hui est terminée. Vous voyez, aujourd'hui, nous allons déjà vers une élection municipale et législative. Nous connaissons toutes les cristallisations, tous les problèmes que le code électoral cristallise en tant que mécontentement. Nous avons l'impression, et c'est ce que je voulais dire au monsieur le grand conseiller, que nous avons l'impression que l'État est sous. Et que ce qui intéresse effectivement l'État, c'est de rester dans un statu quo. On ne peut pas être dans une situation, oui je le dis, on ne peut pas être dans une situation comme le nôtre, et qu'on ne puisse pas, ne serait-ce qu'un tout petit peu, écouter d'autres voix, d'autres sons de cloche. Nous avions une difficulté aujourd'hui en ce qui concerne le processus électoral. Nous avions une difficulté aujourd'hui en ce qui concerne les différentes zones anglophones et dites anglophones et autres. Mais si nous allons à l'Assemblée nationale et que nous ressortons avec les lois que nous avions taillées sur mesure pour permettre à un parti alviternum de rester au pouvoir, moi je dis que ce n'est pas normal. Parce qu'il faut le reconnaître que l'objectif est unique. L'objectif aujourd'hui c'est quoi? C'est que l'État veut absolument qu'il y ait les élections régionales avant les prochaines élections qui arrivent. Jean-Baptiste, il faut le dire. Jean-Baptiste, on va revenir sur les principaux sujets finalement qui étaient en débat au cours de cette session. Mais d'abord, une réaction. Je voudrais avoir votre avis sur la réaction du doyen d'âge du Sénat, Tif Moukete. Il a osé parler du fédéralisme alors que la position du parti est connue. Ça vous a surpris vous aussi? Bon, ça m'a surpris forcément, mais c'est son droit. Hein. Je pense que... Mais ce n'est pas l'opinion, en tout cas, ce n'est pas la valeur du RDPC actuellement. Mais dans une démocratie, toutes les lois peuvent être mises en discussion. Sauf que, et ce que vous avez dit à l'entame de l'émission par rapport à la session, j'ai entendu parler des révisions constitutionnelles, des révisions du code électoral, crise anglophone, tribalisme et révision de la forme de l'État. Vous voyez que si à chaque session,
on doit tout remettre à plat. Notre pays n'avancera pas. Mais la question sécuritaire, est-ce que cette question sécuritaire, Jean-Baptiste, n'était pas urgent? On a les régionales et on pourrait tenir ces élections-là dans un contexte assez difficile. Je viens à ça, c'est-à-dire que un homme d'État, parce qu'il faut éviter la dictature de l'immédiateté. On ne construit pas l'avenir d'une nation avec ce type de comportement. Je pense que c'est à l'opposé de ce qu'on peut appeler un homme d'État. Quand on fait la politique en tant qu'homme d'État, on a certes un regard au jour le jour pour gérer le quotidien, mais un vrai homme d'État, pour un pays comme le nôtre qui a construit, doit avoir un regard à moyen et long terme. La démocratie, les institutions démocratiques que nous mettons en place aujourd'hui, ce n'est pas pour notre génération, c'est pour les générations à venir. Alors, ce que le maire, les propos du maire prouvent le problème qui se pose. C'est-à-dire, il conclut les propos en disant il y a un parti qui veut s'éterniser au pouvoir. C'est une évidence. Si nous sommes de bonne volonté, oublions les batailles politiques immédiates, même si on ne peut pas les écarter. Mais soyons responsables pour envisager en toute bonne foi, un système pour les générations à venir. Nous avons parlé de la faible institutionnalisation et du comportement des fonctionnaires aujourd'hui. Ils divulguent les documents. Cela se montre aussi par la corruption qui est très présente dans notre administration, les détournements de fonds publics, l'absence d'un sens de l'intérêt général. On ne peut pas changer tous ces Camerounais du jour au lendemain. Donc, nous avons besoin de nous mettre ensemble avec un regard vers l'idéal du Cameroun que nous voulons bâtir. Si à chaque session, les hommes politiques, pour des intérêts immédiats, vont revenir, tout remettre en cause. Et c'est aussi ça le problème de la crise du Sud-Ouest du Nord-Ouest. C'est un problème profond. Il faut prendre du recul. Et ceux qui sont pressés, qui pensent que du jour au lendemain, dès qu'on va aller s'asseoir à l'hôtel Hilton ou à l'hémicycle, on va le régler. Ce n'est pas possible. Je pense que nous devons éviter les batailles partisanes pour ce type de questions de fond. Si vous permettez. Je le dis pourquoi, parce que les propos du même, je reviens aux propos du doyen d'âge. Notre génération n'était pas là quand ils ont conçu et mis en place les fondations de cet État. Mais beaucoup de notre génération, comme moi RDPC, nous pensons que cet idéal est bien pour le Cameroun, d'un État centralisé qui intègre tous les Camerounais, qui font d'eux des citoyens égaux sur tous les points du territoire. Si celui qui a contribué, tout comme le chef de l'État actuel depuis 40 ans, à mettre sur pied cet idéal, aujourd'hui remet du jour au lendemain, c'est son droit, mais ça me pose un problème. Parce que nous, notre bataille politique, ma bataille politique, est la préservation de ces valeurs depuis les nationalistes, depuis le début du XXe siècle. Et je pense que ce rêve est bien. Ça, c'est votre point de vue. Maintenant, il y a, oui, c'est mon point de vue. Ça, c'est votre point de vue. Mais si vous permettez, je vais vous faire peut-être, permettez, je suis de votre avis. Nous tous, nous devions nous mettre ensemble. Mais il ne faudrait pas que ça soit seulement des mots. Je vais vous dire une chose. Prenez par exemple cette crise anglophone. Monsieur le ministre dit par exemple qu'on a aidé 75 familles. Et qu'il y aurait 152. Attendez, non, laissez, je vais vous dire quelque chose. Non, je ne vous ramène pas. Je voudrais sérieuse. Non, attendez, je voudrais. Non, attendez, vous ne permettez pas. Vous revenez dans l'immédiateté là. Ce n'est pas dans l'immédiateté. Quand vous dites l'immédiateté, on ne peut pas. Ça, c'est toujours l'avenir du Cameroun, monsieur Atemengue. Je vais vous dire. Non, ce n'est pas. C'est un détail. Ah bon? Oui. Alors, je voudrais vous dire ceci. Par rapport au propos que je dis. J'ai dit que je voudrais vous dire ceci. Je suis dans une zone comme l'eau. Oui. Nous avons reçu énormément de réfugiés. Mais vraiment de Dieu, je n'ai jamais vu l'administration d'étendre sur le terrain, ne serait-ce que pour identifier ou pour donner quoi que ce soit. Donc c'est pour dire que quand vous dites que l'immédiateté, je pense que quand par exemple nous sommes dans un contexte où un problème s'est dit,
il faudrait quand même qu'il y ait un mécanisme qui soit visible par tous pour comprendre qu'il y a une volonté réelle de régler le mécanisme. Je suis d'accord avec vous. Donc ne dites pas que c'est limité. Qui a été mis en place. Par qui? Et ça ne fonctionnera jamais. Ça ne règle pas le problème de fond. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Avez dit et comment faire pour régler le problème de fond? Vous avez dit la si loi, on ne doit pas prendre tout ça en considération. Vous avez dit on a mis trop de temps depuis 1996 pour mettre en place la décentralisation. On accélère le processus aujourd'hui. Pendant qu'on l'accélère, certains, pour des raisons politiciennes, vous disent il faut tout remettre après la Constitution. On n'a même pas encore. Et l'État a déjà dépensé des milliards pour ce processus de décentralisation. 1 milliard. Alors, on a donné à qui les milliards? Les milliards sont donnés à qui? Voici, personnellement, vous les aurez bientôt. Personnellement, voici un grand conseiller. Demandez-lui à qui. Voici un conseiller municipal. On a donné les milliards à qui? Les fonctionnaires se sont servis de ces milliards. Ne nous dites pas que pour la décentralisation, on a investi les milliards. Laissez-moi dire un mot. Je ne parle pas des milliards transférés. Je parle du coût du processus. Les gens tiennent des réunions, des conférences, pour manger l'argent, vont se former à l'étranger pour voir ce qui se passe. Pour manger l'argent, les conférences pour manger l'argent, pas pour que ça avance. Ce que je veux dire, l'approche constructive voudrait que on laisse le processus aller jusqu'au bout. On peut l'ajuster avec les pressions. Il est évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas, l'aspiration des populations n'est pas que tout se décide à Yaoundé. Donc, on peut aménager et s'asseoir pour aménager cette décentralisation de façon à accroître peut-être l'autonomie, mais tout cela dans le processus engagé. Mais on est en discuter. Après combien de temps, M. Atemengue? On ne construit pas un État en un jour. Et il faut quoi? Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, vous ne pouvez pas le remettre, vous ne pouvez pas le remettre demain. La décentralisation en France jacobine, où nous avons copié, date de 82. Vous parlez de la France quand c'est nécessaire pour vous. Quand c'est nécessaire pour vous, vous parlez de la France. Non, c'est bon. Tout à l'heure, quand vous prenez l'exemple de la France, vous avez dit que nous ne sommes pas en France. Non, tous les États, vous avez voulu rendre, et je suis d'accord avec le camarade Limi Lobé, votre volonté de rendre le Cameroun un pays si bizarre, exceptionnel, est tout simplement votre manifestation, votre empressement et votre soif de pouvoir. Tout État a des problèmes qu'on règle progressivement. Il y a des problèmes de court terme, de long terme. C'est pour ça que vous avez inséré la notion de progressivité dans la Constitution. On n'avait pas besoin de nous dire toujours on est dans la progressivité. On est dans la progressivité. C'est dans combien d'années? C'est quand nous allons mourir et nos enfants mourir. La vie exige la progressivité. Vous allez mourir, vous allez laisser le Cameroun encore très pauvre. C'est la même chose. Nous allons tous mourir, nous laisserons le Cameroun encore très pauvre. Nos enfants poursuivront ainsi de suite. Abel Elimbi Lobé, au cours de cette session, d'abord une réaction sur les propos de Victor Moukete. Vous avez été outré par sa prise de parole? Je n'aime pas ce que le sénateur Moukete a fait. Et je souhaite que les générations politiques d'aujourd'hui et celles de demain ne s'inspirent pas de ce type de comportement. Parce que, premièrement, je veux dire à tous ceux qui nous écoutent, il ne faut pas croire que parce que quelqu'un a 100 ans, tout ce qu'il fait est bien. Quelqu'un peut avoir 100 ans et faire de mauvaises choses. Deuxièmement, M. Moukete est membre du RDPC. Il a vu la candidature du président Biya se mettre en place. Je dirais qu'il a même participé à la mise en place de la candidature de M. Biya. Ça devrait forcément être en toute connaissance de cause. M. Biya, en 2017, alors que sa candidature est déjà mise en place, a fait un discours qui indique son cap le 31 décembre 2017. Il ne parle pas de la forme de l'État. Il ne remet pas cela en cause. M. Moukete était là, il n'a rien dit. Il va préserver l'héritage. Son discours, il le termine par une phrase. Montrons-nous dignes de l'héritage reçu. L'héritage reçu, c'est quoi? C'est l'État unitaire que les pères fondateurs lui ont donné. Personne n'a donné à Biya une fédération. Biya est arrivé au pouvoir en 82. Il n'y avait pas de fédération ici. Les pères fondateurs lui ont donné un État unitaire. Il a dit que c'est ce que lui, il va maintenir. Moukete était là, il n'a rien dit. On met en place les institutions de la décentralisation, pas de la fédération. Moukete est membre du Sénat, qui est une institution de la décentralisation. Le Sénat
c'est pour les représentants des collectivités territoriales. Moukete est sénateur, il n'a rien dit. On vient dans une session parlementaire pour mettre en œuvre la vision du chef du RDPC que M. Moukete a soutenu. On vote une loi, elle se discute, on la vote, Moukete n'a rien dit. Je reviens en arrière. Il y a des élections présidentielles et dans tous les pays qui se veulent sérieux, les élections présidentielles envoient un message. C'est un message. Il n'y a pas d'élection présidentielle sans message. Quel est le message de l'élection présidentielle? Alors qu'il y avait Biya qui a fait son choix clair, net, précis de la préservation de l'État unitaire. Il ne change pas la forme de l'État. Il continue dans la décentralisation. Et de l'autre côté, il y a des gens qui ont aussi fait des choix clairs. Le SDF s'est prononcé pour le retour au fédéralisme. Il a présenté un candidat fédéraliste que Moukete n'a pas soutenu. Il y avait Akeremuna, candidat fédéraliste, que Moukete n'a pas soutenu. Les deux projets étaient sur la table. Les deux fédéralistes dans ces élections ont eu moins de 5% de suffrages valablement exprimés. Le peuple camerounais souverain, tant il est que nous croyons qu'il est souverain, c'est donc prononcé. On a fini avec l'élection présidentielle. On vient dans une session parlementaire où le président entre dans son chantier de parachèvement du modèle qui vient de gagner les élections. La session se termine. Moukete ne dit rien. C'est au jour de la clôture, le jour où on ne vote rien, le jour où on ne décide plus de rien, le jour où on doit se dire au revoir. C'est ce jour-là que Moukete vient dire que c'est le fédéralisme que lui veut. J'appelle le peuple du changement à ne pas aimer ce type de one-man show que des hypocrites politiques qui veulent manger et le beurre et l'argent du beurre, qui veulent manger tout, qui veulent avoir tout. Moukete a eu une interview dans Jeune Afrique où on a vu transparaître ses positions pro-fédéralistes. Il a lui-même dit qu'on a mal interprété ses propos. Il a dénié ses propos. Ça s'est fait au vu et au su de tout le monde. Il n'est pas un exemple. Ce que je veux des hommes politiques camerounais, c'est qu'ils soient comme nous. Nous sommes des hommes, ceux-ci. Ils ont pris fait et cause pour une façon de gouverner. Nous avons pris fait et cause pour une façon autre. Nous ne voulons pas et la façon de gouverner de ceux-ci et la façon de gouverner de ceux-ci. On a pris un cas. Vous ne pouvez pas être dans le RDPC. Vous soutenez le président, vous ne dites rien, il prend des positions et à la fin, vous venez faire un one-man show pour que les gens disent que ah oui, enfin, Moukete a dit. Moukete n'a rien dit de bon. Ce n'est pas parce qu'il a 100 ans. Il a 100 ans, c'est bien. Moi, mon père est mort à 89 ans et il est mort depuis 4 ans. S'il était vivant, il aurait 93 ans. Moukete n'est son aîné que de à peu près 7 ans. C'est donc des frères. Moukete est donc mon père. À ce titre, je peux dire à mon père que papa, ce genre de comportement ne recommence plus ça. Si tu es fatigué, reste à la maison. Mais ne nous fais pas croire que tu es à la fois pour le fédéralisme et que tu es dans les organisations de l'État unitaire décentralisé. Tu soutiens un parti qui, lui, il a fait son choix. Si ton choix n'est plus celui du RDPC, quitte le RDPC, rejoins ceux qui veulent faire le fédéralisme, ce que tu n'es pas prêt de faire. Donc nous avons le sentiment que, en fait, Moukete ne parle pas au Cameroun normal. Peut-être qu'il parle aux sécessionnistes, pour que les sécessionnistes ne l'attaquent pas. En fait. Pour que les sécessionnistes aient le sentiment que oui, bon, il y a Moukete qui parle pour eux. Je termine. Je suis pour ceux qui croient que une institution de représentation comme l'Assemblée nationale est un think tank. C'est un grand endroit où les gens doivent réfléchir. Mais seulement, malheureusement, l'Assemblée nationale a ses mécanismes de fonctionnement. Vous ne vous levez pas le matin, vous inscrivez un programme, un projet, une discussion, une idée à l'ordre du jour. Il y a des mécanismes pour construire l'ordre du jour du Parlement.
Et ce mécanisme-là, nous les hommes politiques, nous savons qu'il fonctionne conformément au camp majoritaire. C'est la conférence des présidents qui décide de l'ordre du jour. Et si vous voulez que ce dont vous voulez parler soit dorénavant dans l'ordre du jour du Parlement, prenez le contrôle de la conférence des présidents. Cessons de demander à une conférence des présidents dominée par le RDPC de faire ce que nous on veut. Les élections sont là, il ne reste que 5 mois. Dans 5 mois, il peut se passer quelque chose. Vous savez quoi? Je vais vous dire, dans 5 mois, il peut se passer que nous ayons la majorité au Parlement. Et que si nous sommes bien organisés, nous devenions donc capables d'inscrire à l'ordre du jour du Parlement les questions que nous voulons. Très bien. Quel est ce comportement qui consiste à entretenir un climat de contestation permanente parce que 18 députés ou 32 députés de l'opposition contre 148 veulent imposer leur ordre. Nous nous sommes arrangés à être 32. Très bien. Léopold, sur l'ordre du jour, tout à l'heure, Abel Elimbe le précisait, au-delà de la posture de Tifo Kété, je rappelle simplement que la conférence des présidents qui valide l'ordre du jour des sujets qui sont inscrits au Parlement est constituée, je crois, c'est le président du Sénat, c'est cela, le président de l'Assemblée nationale, je crois qu'il parle également des présidents de commission, si j'ai une bonne mémoire, mais ce sont d'abord, avant tout, des parlementaires, c'est-à-dire qui ont un mandat et une légitimité auprès du peuple. Si ce peuple-là, aujourd'hui, réagit sur la persistance de la crise anglophone, est-ce que cette attitude pour ceux de ces sénateurs-là et députés qui réclament le suffrage de ces personnes-là, si ces personnes-là estiment que cette crise n'a pas suffisamment porté des résultats en termes de résolution de conflits, est-ce que cela ne peut pas influencer la décision de cette conférence de présidents et amener peut-être que ces derniers inscrivent à l'ordre du jour cette question sécuritaire? Bien, ce que je vais peut-être dire pour ne pas être blessant, c'est que lorsqu'on parle des années après de la crise anglophone, on a l'impression que rien n'a été fait. Et que tous ceux qui parlent aujourd'hui de la résolution de la crise anglophone et qui ne l'inscrivent que dans le sens de le gouvernement refuse de dialoguer, le gouvernement est sourd, sont en train d'égarer le peuple. À supposer que ce vocable de crise anglophone disparaisse de notre vocabulaire, qu'est-ce qui restera? C'est les problèmes dont parlait le docteur tout à l'heure. Les problèmes quotidiens des Camerounais qui demandent à être résolus par nos élus locaux, par tous ceux qui sont des acteurs de développement, par tous ceux qui sont des acteurs politiques. Le peuple aujourd'hui ne veut pas ces discours, le peuple a besoin d'être encadré. Et c'est le processus de décentralisation en cours qui est l'option qui permet au peuple de ressentir les petits changements ou l'impulsion que donne l'État central au niveau local. Et je pense ici, en tant que maire, il sait que l'amplitude des pouvoirs et des fonds transférés permettront de réaliser au coup par coup ce que veut la population. C'est une route, c'est un point d'eau, c'est une électrification. Voilà les problèmes que nous voulons avoir à l'issue de tous ces problèmes. Alors, Dr Sorokabol, avec les lois qui ont été adoptées au cours de cette session, l'annonce des conseils de région, vous avez le sentiment que la décentralisation, qui est finalement le modèle de gouvernance du régime actuel, pourrait connaître une véritable accélération au profit des populations qui, eux, veulent justement une amélioration de leurs conditions? Évidemment, la décentralisation est un processus. Et comme tout processus, il est évolutionnaire. Il y a des institutions qui ont été progressivement mises en place. Et la mise sur pied des régions est tout simplement le parachèvement, j'allais dire l'aboutissement de ce long processus qui avait pris son envol depuis 1996. Alors, la décentralisation associe des particuliers que ce sont les populations qui prennent en main leur propre destin. Comme le disait de Tocqueville, la décentralisation est un enfant de la démocratie. C'est le peuple lui-même qui va désigner ses représentants. Et les représentants auront désormais l'obligation de mettre sur pied des projets colossaux et globaux pour satisfaire cette même population. Donc,
la population ne sera plus, va agir, la population ne sera plus âgée qu'elle n'agit. Donc, la mise sur pied des régions est une manière de parachever le processus de décentralisation. Et qu'est-ce que ça apporte finalement? Qu'est-ce que ça peut apporter en termes d'autonomie des régions véritablement? Est-ce que ces régions-là auront les coudées franches pour pouvoir finalement implémenter des projets de développement? Quand on dit l'autonomie, elle est administrative, ça veut dire que les régions s'administrent librement. L'autonomie, elle est financière, ça veut dire que les régions vont générer elles-mêmes leurs propres ressources. C'est vrai qu'il y aura toujours un droit, l'État a toujours un droit de regard à travers le pouvoir de tutelle. Mais une chose est certaine, elle est évidente que la décentralisation va permettre aux régions de se développer, va permettre aux régions de mettre sur pied des stratégies propres de développement. C'est pourquoi je disais que l'option n'est pas forcément celle du fédéralisme. Ce problème peut être résolu dans le cadre de la décentralisation. Si nous prenons le cas de la France, le cas de l'Italie, ce sont des pays qui ont su mettre sur pied une décentralisation authentique. Et en France, il y a évidemment des régions qui se réclament particulières. Si nous prenons le cas de la Corse en France, la Corse, c'est une région toute particulière qui a à un moment donné revendiqué une autonomie plus large, une indépendance. Donc, nous pensons tout simplement que cette décentralisation était inachevée. C'était une construction. Elle est restée pendant longtemps inachevée sur le plan organique et même sur le plan matériel. Donc, aujourd'hui, le politique a la volonté de doter les collectivités d'État décentralisées de ressources suffisantes. C'est d'ailleurs dans ce sens, nous allons évoquer cela tout à l'heure, c'est dans ce sens que le ministre des Finances a pris une mesure forte. Ce n'est donc pas une mesure, s'il te plaît, c'est pas une mesure politique. Vous allez réagir. J'évacue rapidement Abel Elimbi Lobé, je vous en prie. Quelques réactions. Monsieur Elimbi Lobé, soutenir un candidat à l'élection présidentielle, c'est produire le bulletin de ce dernier dans l'urne. Le résultat, c'est le bavardage. C'est Tabodza qui nous a écrit ce message. Fon Mukete spoke during the session to adopt the decentralization bill. He was criticizing this law. Elimbi should stop making empty noise and misleading. J'y arrive, un Camerounien. Sénateur Kinyan qui nous a également écrit ce message. Je vais en évacuer quelques-uns encore. Bonjour, le panel. La progressivité dont parle Atemengue, c'est pour quand les populations des régions du nord, du nord-ouest et du sud-ouest sont en difficulté. Senghor qui nous a écrit ce message qui malheureusement n'est pas achevé. Bonjour le panel, bon débat. Je partage l'avis de monsieur Lobé. Cependant, il s'attarde à critiquer l'opposition au lieu de dénoncer les ministres pilleurs des biens pouvant servir à encadrer les populations, résoudre les problèmes de chômage des jeunes. Vous savez c'est Bilomo le débat, c'est on fait comment pour les DDA qui nous a écrit ce message. Continuez à réagir par SMS, bien évidemment. Vous allez réagir à Abel Elimbi Lobé, mais on va prendre la dernière dorsale de cette émission parce qu'on a arrêt sur image également que vous allez commenter cette fois-là en 1 minute. D'abord, allons rapidement prendre la troisième thématique sur les CEAC. C'est par là qu'on commence avec vous, Abel Elimbi Lobé. Le ministre des Finances a annoncé la création d'un compte séquestre au niveau de la BEAC qui permettra donc d'approvisionner les caisses des municipalités. On parle de 5 milliards de francs CFA par mois qui seront versés dans ce compte-là. D'abord sur la mesure, le timing, le contexte, vous avez l'impression qu'on est dans une opération de charme? Je pense que tout le monde a pris conscience qu'il faut aller un peu plus vite qu'avant. Et c'est une bonne décision technique parce que les centimes additionnels étaient versés au FECOM. Et le FECOM, dans le cadre de l'intercommunalité, comment on appelle ça? La péréquation, c'est-à-dire la solidarité entre les communes, on a imaginé un mécanisme. Il fallait quelqu'un à qui l'argent, on donne tout l'argent, et qui peut savoir que la commune de Loum est bien, mais que la commune de Yomé Sala
est très handicapé. On va donc donner un peu d'argent là-bas pour construire le château d'eau. Et puis Loum peut aussi avoir besoin de quelque chose qui dépasse Loum à construire. On va lui donner l'argent, mais qu'on a pris à Yokadouma, hein, la solidarité. Et on a fait ça. Mais ce dont j'avais envie de parler tout à l'heure, c'était de dire aux gens que ce sont les hommes qui font avancer les causes. On a beau dire décentralisation, on a mis les textes. Ce qu'on n'a pas eu, c'est les hommes de qualité pour lever les blocages qu'on peut même comprendre, qui sont même humains. Ce sont ces hommes de qualité qui ont manqué. Plus il y aura des hommes de qualité dans les conseils municipaux, plus les édiles, les maires, seront efficaces. Parce que ce sont ces hommes de qualité qui vont pousser à l'obtention des résultats attendus. Nous sommes en train de passer d'une situation où les centimes étaient domiciliés dans au FECOM, et le FECOM qui pouvait imposer son timing aux communes. Il n'y a pas eu les hommes de qualité pour faire entendre raison aux différentes institutions. Les gens se plaignent seulement. Il ne faut pas croire que se plaindre, ça crée forcément les progrès. Les gens peuvent critiquer, ils critiquent. Mais si la critique reste dans les bars, si la critique reste sur quelques plateaux de télévision, il faut pouvoir critiquer là où les décisions se prennent, au Parlement. Là où on rencontre le ministre de tutelle, là où on rencontre les ministres des Finances, etc. Et ça amène à quoi? Ça amène à chercher constamment. Pour nous qui sommes dans l'opposition aujourd'hui, et j'ose croire que demain on sera au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, demain ils seront dans l'opposition, ils auront les mêmes sollicitations. C'est-à-dire chercher à avoir une masse critique d'intervenants dans les centres de décision pour faire entendre raison. Nous sommes donc dans une situation de progrès. Lorsque on enlève les centimes additionnels des mains du FECOM pour les mettre dans un compte séquestre autre, ce qui suppose que, au moins pour une fois, ce trop plein d'argent qu'il y a au FECOM, parce que le FECOM a un agent fou. C'est l'une des rares institutions qui, depuis sa création, ne fait que recevoir de l'argent. Reçoit de l'argent de tous les opérateurs économiques, reçoit de l'argent de tous les travailleurs, les salariés, tout le monde cotise au FECOM. Mais cet argent a essentiellement financé le train de vie du FECOM, les dirigeants du FECOM, les missions du FECOM. Mais moi, je ne suis plus un homme de la critique simple. Je suis un homme qui s'inscrit dans l'idée que organisons-nous pour devenir ceux qui proposent et mettre en œuvre une nouvelle vision. Et c'est cette organisation-là qui semble nous échapper et on se contente simplement de demander à ceux qui sont là de faire ce que nous on veut. Messman n'est visiblement pas tout à fait d'accord avec vous. Monsieur le maire, je rappelle que vous avez publié quelques requêtes dans ce sens au sujet des centimes additionnels communaux. Peut-être vous réagissez aux propos d'Abel Elimbilobé, mais est-ce que la création d'un tel compte peut résoudre les lenteurs observées dans le transfert des centimes additionnels? Bon, disons que pour moi, c'est une petite avancée, mais je ne vais pas crier là-dessus. Mais je voudrais apporter un rectificatif à ce que M. Elimbilobé a dit. Le retard dans le paiement des centimes additionnels n'est pas la faute du FECOM. Le FECOM est plombé par le problème de l'unicité des comptes. Et même le compte séquestre qui est créé actuellement, c'est le FECOM qui va c'est le FECOM qui va... Bien sûr. Je vais expliquer. Le problème ici aujourd'hui, c'est que, contrairement à ce qu'on dit, il y a quelques années, les communes ne connaissaient pas ce problème dans le paiement des centimes additionnels communaux. Les centimes additionnels étaient payés à temps et pour tout le monde. C'est quand on a créé le problème de l'unicité des comptes que l'État aujourd'hui, dans la difficulté, utilise les fonds que le FECOM a. Puisque quand on dit l'unicité des comptes aujourd'hui, ça veut dire en réalité que l'argent appartient totalement à l'État. C'est dans ce processus que l'État, dans sa difficulté, utilise l'argent et qu'au moment où l'État, où le FECOM émet les différents virements pour les centimes additionnels communaux, ça arrive au niveau du trésor et il n'y a pas d'argent. Donc ce que je voulais dire à la suite de M. Elimbilobé, c'est que ce n'est pas une trouvaille en ce qui me concerne personnellement. Je crois que ce n'est pas ça que les maires demandent.
Ce que nous voulons, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une autonomie au niveau de la gestion du FECOM. Parce que contrairement à ce que M. Elimidou dit, aujourd'hui, le FECOM a des problèmes pour financer les projets qui ont été cofinancés par eux et les différentes communes. Pour la simple raison que les paiements ne suivent pas. Étant entendu que le FECOM aujourd'hui est comme une petite caisse de résonance. C'est-à-dire que le FECOM émet et envoie au niveau de la trésorerie générale qui doit procéder au paiement. Donc, ce que le ministre a dit aujourd'hui en disant qu'on a créé un compte séquestre, c'est bien. C'est peut-être pour permettre peut-être que la gestion courante des mairies ne soit pas plombée. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, pour moi personnellement, c'est que quand vous êtes dans le cadre de votre gestion personnelle, quand vous prenez des mesures de gestion, on ne va pas faire comme si c'était une trouvaille, on va applaudir en disant des choses. Le ministre est dans son rôle. Et moi je dis que au jour d'aujourd'hui, si après autant d'années, c'est la seule trouvaille qu'on a trouvée pour permettre d'alléger les charges au niveau des mairies. Moi, je dis que le compte séquestre, c'est quoi? Non, le compte séquestre, c'est quoi? Je vais expliquer ce que c'est. Vraiment, en un mot, parce le compte séquestre ici, c'est quoi? Ça veut dire qu'en réalité, l'État prend des dispositions pour approvisionner en permanence un compte pour qu'au moment de faire les virements, qu'il n'y ait pas la difficulté de trouver la liquidité pour Très bien, très bien. Est-ce que c'est possible, Sorok, je voulais justement, est-ce que c'est possible vu l'état actuel de nos caisses où on parle généralement de quelques difficultés, on a l'effort de guerre, il faut financer nos soldats qui sont au front. Cette opération-là peut-il réussir? Est-ce que l'État peut fournir 5 milliards de francs CFA dans un compte comme celui-là? Ben, si le ministre des Finances a pris l'engagement, ça veut dire que c'est une opération qui sera réussie. Et il faut tout simplement saluer la mesure. Cette mesure intervient dans quel contexte? Dans un contexte de difficultés de financement des communes. Oui. Le mécanisme est simple. Lorsque l'État a prélevé les centimes additionnels communaux, il y a une grille de répartition. Il y a un pourcentage qui revient à l'État pour le recouvrement et il y a un pourcentage qui est reversé au FECOM, justement. Le FECOM maintenant a charge de ventiler à travers le système de la péréquation. Mais le problème, il est où? C'est que, comme le maire l'a relevé tout à l'heure, le principe est celui de l'unicité de la caisse. Ça veut dire que lorsque les mairies veulent engager les dépenses, si les ressources avaient déjà été mises à la disposition pour la réalisation d'autres dépenses, il est évident qu'on ne pourra pas donner une suite favorable aux dépenses qui voudront être engagées par les mairies. Donc du coup, le problème, il s'est posé, on ne pouvait pas, le trésor public avait des tensions de trésorerie et surtout dans un contexte de raréfaction des ressources avec le Cameroun qui était engagé dans plusieurs chantiers, celui de la cadre, celui de la crise sécuritaire. Donc cette mesure du ministre des Finances est salutaire dans la mesure où dans ce compte séquestre, on va mettre à la disposition du FECOM parce que ce compte sera ouvert à la BEAC et c'est le FECOM qui va gérer ce compte de manière autonome. Contrairement à ce que vous avez dit, le FECOM est un établissement public administratif. Et il ne gère pas de façon autonome. Et jouit d'une autonomie. D'une autonomie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le compte va être géré, co-géré? Non, monsieur, je préfère expliquer. Oui. Je vais vous dire en laissez-moi aller. Oui. Ok, allez-y. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Donc, ça veut Vraiment dire... en une minute. Ok, ça veut dire que c'est le FECOM, lorsque ces fonds seront mis à la disposition dans ce compte séquestre, c'est le FECOM qui va toujours se charger de mettre cet argent auprès de mettre ce fonds à la disposition. Jean-Baptiste, vraiment en un mot. Le FECOM n'intervient pas dans le compte séquestre. Le compte séquestre, c'est seulement pour sécuriser le financement. Donc, quand le FECOM maintenant envoie le paiement au niveau de la trésorerie générale, la trésorerie générale actionne ce compte pour permettre le paiement. Parce qu'en réalité, le FECOM ne vient pas dire que la BEAC fait moi le virement ici. C'est juste pour garantir le paiement. Jean-Baptiste, est-ce qu'une telle opération donne le pouvoir à la trésorerie de faire le virement? Vraiment, je suis d'accord. À la base qui décide. En un mot, Jean-Baptiste, vraiment un mot, parce que vraiment on va sortir. Est-ce que cela peut permettre la fluidification, la fluidité ou la fluidification du financement au niveau des communes, cette opération? Je crois que ça règle les urgences au niveau des communes. Oui, effectivement, le compte séquestre consacre l'autonomie, en tout cas accroît l'autonomie du FECOM parce que c'est un compte dédié. Donc l'État ne peut pas prélever à la BEAC cette somme pour autre chose. Je pense que la BEAC n'attendra que l'ordre du FECOM. Le ministre a voulu. C'est ça l'autonomie. Ça va accroître l'autonomie du FECOM, l'autonomie au niveau de la péréquation qui est nécessaire. Je voulais tout simplement rajouter que l'idée de péréquation
est une idée de solidarité nationale et de fraternité que beaucoup oublient en ce moment. Il faut le rappeler, parce que la décentralisation ou le fédéralisme, beaucoup prennent ça comme un repli sur soi. Non, pas du tout. Les communes qui auront plus de ressources, on va gérer nos ressources entre nous. Enfin, c'est ce qui se dégage des comportements. Les comportements est tel que ça se voit. Nous avons notre bois ici. On va gérer ça entre nous. On a le pétrole, ça deviendra notre pétrole. Et on perd l'idée de fraternité et de solidarité et de la conscience. Ça, c'est votre point de vue. Ce n'est pas ce que les gens pensent. Léopold, c'est très important de le souligner. Léopold, en un mot. Nous écoutons les pro-fédéralistes et nous voyons qu'est-ce qui est à l'essence de leur revendication. Très bien, en un mot. C'est l'idée que leurs ressources ne sont pas utilisées par eux-mêmes pour eux-mêmes. Léopold, vraiment en un mot, vous qui êtes grand conseiller. Abel. C'est détaché du Soudan. Abel Elimbi Loubet, vraiment. Et je le dis, c'est pas le cas du Soudan. Il y avait une répartition inéquitable. Je le dis parce que et on dépensait en oui, mais le Soudan du Sud ne s'est pas battu. Jean-Baptiste, Abel Elimbi, on va pratiquement sortir de cette émission. Vous permettez? Je le dis parce que notre pays, le problème de pauvreté absolue dans notre pays. Ce n'est pas vous le reconnaissez. Non, je dis, ce n'est pas spécifique. Je suis d'accord avec vous. Jean-Baptiste, permettez, vous allez réagir, je vous permets de réagir. Vraiment, chuter en une seconde, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Le problème de pauvreté absolue dans notre pays, quand on a une idée de solidarité nationale, c'est dans le Grand Nord le combat d'émancipation et de dignité de ce pays. Ce n'est pas dans le Sud-Ouest. Léopold, vraiment en un mot, une petite préoccupation. Si on est solidaire, est-ce qu'avec ce compte-là, vraiment, c'est ça, en quelques secondes, rassurez-nous, est-ce qu'avec ce compte-là, une fois que l'opération sera faite, est-ce que vous au niveau des collectivités territoriales décentralisées, qui avaient également les communautés urbaines, ne risquent pas de se heurter au problème du reversement au niveau des communes? Non, le problème, il peut se poser, c'est au niveau de la gestion et du solde de la trésorerie. Mais tel que le problème est en train d'avancer, les collectivités ont beaucoup plus de possibilités maintenant de planifier. Mais le problème, je voudrais le renvoyer à l'origine. C'est que les budgets élaborés par les différentes mairies ont besoin d'un contrôle de qualité. C'est pour ça que la dépense de qualité entraîne parfois le blocage des paiements, qui sont plutôt répercutés dans l'opinion comme étant un blocage de l'État, alors qu'en fait, il y a un problème de qualité. On sort de cette émission avec un dernier tour de table. On demande la permission rapidement à la réalisation. Vous allez le dire en quelques secondes. C'est une actualité qui mérite qu'on en parle un tout petit peu. On parle du CHAN, c'est l'actualité sportive. La CAF a décidé d'attribuer l'organisation de cet événement au Cameroun, retiré à l'Éthiopie. Vraiment, en un mot, c'est un test grandeur nature pour le Cameroun qui devrait également recevoir la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Ça vous satisfait? Vraiment en un mot? Oui, c'est la preuve que la diplomatie camerounaise est en action et elle se manifeste de la manière la plus spectaculaire. L'organisation de déjà la récupération de la CHAN et puis l'organisation de la CAN 2021 est la preuve que... Jean-Baptiste, vous partagez également cet avis? Grande nation de football. Au-delà de la diplomatie, c'est pour rassurer les Camerounais que le Cameroun aujourd'hui en Afrique noire est en tête en termes d'infrastructures de football. Et quand tout sera achevé, nous serons un grand centre. Abel et Loubet, sur cette même question, certains disent que c'est un test grandeur nature pour le Cameroun qui a désormais l'opportunité de démontrer qu'elle a la capacité d'accueillir cet événement miniature. Mais il y a une urgence, il faut réceptionner les chantiers très rapidement. J'étais de ceux qui ont souhaité que le Cameroun n'organise pas la CAN. Donc vous n'êtes pas satisfait par la réattribution du CHAN? Je suis fier de voir que j'ai dit quelque chose et c'est réalisé. Le Cameroun, on nous a retiré ça. On n'allait pas bien organiser. J'ai dit maintenant que la priorité du Cameroun, ce n'est pas l'organisation des matchs de football. On nous a déjà donné la CAN en 2021. Au lieu de nous concentrer pour la CAN,
On veut maintenant être l'organisateur de tous les événements. Non, pas tous les événements. Monsieur le maire, monsieur le maire, est-ce qu'il est-ce que c'est une bonne chose? Il faut utiliser. Est-ce que c'est une bonne chose? Les infrastructures sont là. Moi, je vais dire une chose. En un mot. Monsieur Hélène Bilobe, je vais dire... Les camarades en une seconde. les infrastructures sont là. Il faut les utiliser. Je vais dire une chose. Oui, en Les une seconde. infrastructures, quoi qu'on puisse dire, j'étais également de ceux qui n'avaient jamais voulu qu'il y ait la CAN. Mais c'est une bonne nouvelle donc. Mais pour moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avions des infrastructures. Il est de bon temps que nous testons ces infrastructures. En Pour 2020. voir exactement Vous si voyez ça va également, capable Léopold, d'envoyer j'imagine les que gens c'est en une très 2021. bonne nouvelle. Et comme l'a dit tout à l'heure le docteur, Quand peut-être le pays veut la victoire de la organiser diplomatie les à la Coupes fois du Monde, discrète ils mais prennent ça efficace ils ne prennent du pas président de la des République, coupes Paul secondaires Biya. pour tester Abel Elim Biloba, on espère simplement que le Cameroun tiendra le pari de l'organisation de cet événement. C'est l'année prochaine, il faut donc réceptionner les stades et les livrer à temps. Voilà donc la principale urgence pour ceux qui ont gagné ces différents chantiers de la CAN 2021. On va terminer cette émission rapidement avec l'image du jour. On parle de cette image donc dans cette émission. Cela fait exactement 5 ans qu'un soir du 14 avril 2004, 276 lycéennes âgées entre 12 et 17 ans étaient enlevés par Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Le groupe djihadiste avait alors pris d'assaut l'internat pour jeunes filles du lycée de Chibok, emmenant de force ces jeunes filles-là. Aujourd'hui, 14 avril 2009, elles sont encore 122 jeunes filles captives de Boko Haram. Le combat pour leur libération doit donc se poursuivre. C'était l'image de la semaine. Je vous remercie, docteur Jean-Patrick Sorokabol. Patrick Girard Sorokabol, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes juriste. Merci également à Jean-Baptiste Amvouna Atemengue, qui représentait le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ce dimanche. Abel Elim Bilobe, observateur avisé de la scène politique, acteur politique, merci pour vos éclairages. Je remercie également Mesmin Kuate Wambo, qui est le maire de Loum. Il est également cadre du Social Démocratique Front. Enfin, je vais remercier également Léopold Djemer, qui est le président de la Presby pour le littoral, grand conseiller au sein de la communauté urbaine de Konsamba. pour les jeunes. Merci, jeunesse présidentielle. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir suivi cette édition ce dimanche. Il n'est pas jeune. À dimanche prochain, c'est terminé. Tu sais que la jeunesse commence à se flanquer.